Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est avec un immense plaisir que je vous retrouve dans votre émission Entretien avec. Dans ce nouveau numéro, nous avons le plus grand plaisir de recevoir M. Elhadj Souleymane Aliou Diallo, que vous connaissez très bien. M. Diallo, bonsoir. Elhadj, bonjour. Mhm. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous reçois Oui, tout à fait. et qu'on puisse partager. Oui. Alors, on vous a trouvé ici, à l'école Ekima, et il y a une fan zone que vous avez installée, et on le comprend puisque le prétexte c'est la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule présentement en Côte d'Ivoire, où l'équipe nationale du Sénégal est engagée. Hier, nous avons battu le Cameroun. M. Souleymane Aliou Diallo, comment vous vivez cette CAN? Oui, effectivement, nous vivons ce CAN avec beaucoup d'ambiance. Une semaine avant la CAN, j'ai senti l'enthousiasme des jeunes, des apprenants et des étudiants. Et on a senti nécessaire de leur permettre de faire l'utile et l'agréable. Absolument. Donc avec leur formation, puisque certaines viennent de très loin, donc on ne veut pas également les pénaliser dans les cours. Donc la poursuite de leurs études, venant de très loin, donc l'administration a jugé nécessaire avec les riverains de mettre ce fan zone pour vivre l'ambiance et la chaleur de la Coupe d'Afrique et tout en restant également concentrés sur leurs études. Donc pour qu'ils ne cessent pas les cours, ils peuvent venir ensemble avec l'administration et nous-mêmes suivre ce CAN. Et vraiment c'est avec beaucoup d'ambiance, beaucoup d'animation que les jeunes et nous ensemble que nous suivons la diffusion, la transmission de cette Coupe d'Afrique. Et je le disais tout à l'heure, vous êtes patriote. Je sais que vous êtes derrière votre équipe nationale, le Sénégal. Alors hier, je le disais tantôt, on a joué contre d'autres lions. Comment Souleymane Aliou Diallo a vécu ces moments? Est-ce que vous avez eu en certain moment, n'est-ce pas, de la pression? Bon, pour dire vrai, moi, étant sportif très tôt, j'ai pratiqué le football, j'ai fait le mouvement Nawetan. Bon, en fait, jusque-là, je me dis qu'effectivement, les Lions sont en train de faire leur job. Mais la passion réelle, l'adrénaline va monter à partir des quarts de finale. Absolument. Moi, c'est à partir de cet instant-là que je vais commencer à vivre la pression. Mais jusque-là, c'est les premiers tours, ce qui est tout à fait normal. Avec l'équipe que nous avons, donc la dimension de l'équipe que nous avons, je pense que les premiers tours ne devraient pas être trop de pression. Bon, maintenant, c'était évident, avec la Gambie, sauf surprise, la Gambie pourrait nous surprendre. Ça, c'était dans les pronostics. On ne s'y attendait pas. Ils ont fait le job contre la Gambie. Contre le Cameroun, évidemment, avec tous les pronostics et les baromètres, la tension réelle par rapport au foot, on était un peu plus au-dessous du Cameroun. Et donc, on pouvait pronostiquer plus une victoire pour le Sénégal. Et à défaut d'une victoire pour le Sénégal, à la limite faire match nul. Néanmoins, ils ont gagné avec la manière. Et donc, je pense que là, ils sont à féliciter. Le troisième match, ce sera avec la Guinée. Nous allons voir aussi une autre facette de l'équipe nationale qui va venir avec une autre composition pour voir réellement, pour permettre aux autres d'avoir un temps de jeu et de peaufiner également les stratégies pour aller vers les huitièmes de finale. Quelles sont vos équipes favorites? Bon, vous savez, hein, pour être honnête, hein, cette Coupe d'Afrique va nous créer des surprises. Hein. À partir du deuxième tour, ce sera très ouvert, ce sera vraiment très rigoureux. Hein. L'équipe qui sera le plus organisée. Bon, je vous donne l'exemple. On a beaucoup parlé de l'Algérie. Regardez ce qui s'est passé avec l'Algérie. Regardez le Cap-Vert qui monte en puissance, qui a battu le Ghana. Tout à fait. Donc, il y a toutes ces équipes-là, à partir du deuxième tour, on va y avoir des surprises. Mais néanmoins, le Sénégal reste favori. Le Sénégal a sa carte à jouer. Bon, maintenant, qui nous allons avoir en face?
C'est ça, vous avez entendu ce qui se passe avec le Maroc. Oui. Le Maroc est toujours là, qui talonne le Sénégal. Oui. Mais il peut y avoir des surprises. Hein. Il y a des nations qui sont en train d'émerger. Et là, il faut s'attendre à quelques surprises. Souleymane Aliou Diallo, vous êtes le président de l'ONG Autre Africa. Hors antenne, vous me disiez que vous vous préparez justement pour la célébration des 15 ans, n'est-ce pas, de l'ONG. Comment vous préparez cela? Oui, nous voulons célébrer. L'ONG Autre Africa a été créée en 2008 en Espagne, à Séville. Oui. Donc nous avons reçu notre récépissé officiel comme ONG en Espagne en 2009. 2009 à notre jour, ça fait 15 ans. 15 ans, oui. 15 ans d'engagement, 15 ans de sensibilisation, je ne dirais pas 15 ans de lutte, mais 15 ans de détermination par rapport à une question de la migration, Oui. à une question de la jeunesse, Oui. question de la coopération internationale. Aujourd'hui, la migration est au devant de la scène avec tout ce qui se passe en Europe, Oui. en Afrique, également sur le plan diplomatique, sur le plan de la coopération. Il y a toujours des perspectives, Oui. il y a toujours à faire. Et notre ligne droite, Oui. dans ce dossier, c'est la sensibilisation, c'est les informations, c'est l'accompagnement. Surtout, dans ce dossier, il y a énormément de partage à faire, de conseils à apporter par rapport à cette jeunesse qui parfois n'ont pas la bonne information. Et les politiques structurelles également des États ne répondent pas concrètement aux attentes des jeunes. Et donc il y a ce conflit de genre sur lequel nous avons une partition à faire. Ouais. Et la partition que nous avons à faire par rapport à cela, aujourd'hui, c'est d'être à cheval entre les gouvernants, les États, qui ont un pouvoir d'exécution, et les jeunes qui ont une volonté et un vouloir de leur devenir et de leur avenir. Oui. Nous qui avons vécu à l'extérieur, nous qui avons titillé l'administration également, il nous revient aujourd'hui d'être à cheval et de permettre aux deux parties d'avoir la bonne musique. Absolument. Alors, M. Diallo, vous avez récemment été décoré au primé, justement, pour un award. Je pense qu'au Sénégal, il y avait que l'ancien ministre Cheikh Tidiane Gadio et vous-même, il y avait une troisième personne qui l'avait reçu. Comment Le président Laurent Gbagbo de la Côte d'Ivoire. Oui. Alors, je vais vous demander aux étudiants d'ici de l'applaudir fort, hein, puisqu'il a eu à gagner justement. Absolument. Voilà, merci. Voilà, très bien. Oui, alors cette distinction. Bon, cette distinction est venue à son heure, puisque ce sont des cadres, des fonctionnaires, des officiers, des acteurs de la société civile, des journalistes qui sont basés en Europe, qui ont vu le travail que nous faisons, au-delà de ma personne, l'ONG Autre Africa, sur la question de la migration, et ont pensé à ma personne. Au-delà de ma personne, également, il y a eu le docteur Cheikh Tidiane Gadio, Oui. pour les alertes, pour tout ce qu'il a fait sur la question dans le Sahel. Oui, vous savez, il a toujours alerté sur le djihadisme, le terrorisme, la sécurité, les coups d'État dans cette zone. Le docteur Cheikh Tidiane Gadio a toujours été pertinent, a toujours alerté sur cette question. Hélas, l'histoire lui a donné raison avec ce qui s'est passé au Mali, Burkina Faso, au Niger. Donc, de la même façon que j'ai été choisi, c'est de cette même façon également qu'il a été primé. La troisième personne, c'est l'ancien président de la Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo. Nous avons tous suivi l'histoire récente de la Côte d'Ivoire. Il a été détenu par le Cour pénal international où il a été pendant 10 ans incarcéré, puis libéré, innocenté. Bon, il a prôné pour le pardon, il a prôné pour la réconciliation en Côte d'Ivoire. En plus de prôner cela, il a posé des actes allant dans ce sens. Et donc lui aussi également, c'était une des personnalités sur lesquelles le jury a pensé vraiment le primer. Donc au-delà de ce prix, moi, je dédie ce prix aux jeunes Sénégalais, aux jeunes Africains qui ont disparu en mer en traversant la Méditerranée. Ils sont nombreux, on ne sait pas qui ils sont. Aujourd'hui, leur famille est en désarroi. Donc, en recevant ce prix,
j'ai pensé à cette jeunesse qui est restée au fond de la Méditerranée, à cette jeunesse qui sont restées dans les déserts pour aller vers les côtes libyennes, à cette jeunesse qui sont restées sur les barrières de Ceuta et de Melilla. Vraiment, ce prix les dédié directement. Voilà. Alors donc, on va sans transition parler même de la situation des migrants et vraiment cette loi, notamment en France, qui a été votée à l'Assemblée nationale et une loi qui est assez hostile par rapport à la situation des migrants. Une analyse en tant que président de l'ONG? Oui, effectivement, tout à l'heure, on en parlait. L'ONG Autre Africa va célébrer ses 15 ans le vendredi prochain. Inch'Allah. Et sur ça, Inch'Allah, nous avons convié les acteurs, l'ensemble des acteurs, les décideurs de l'État, du gouvernement, les institutions, les collectivités locales, les parlementaires. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a un excellent parlementaire africain, bon, un espagnol, d'origine sénégalaise, qui s'appelle Luc André Diouf, qui est député au niveau du Parlement espagnol, qui va venir nous faire des exposés sur ces nouvelles lois. Et je pense que ce n'est pas seulement la France. Les lois ont changé en France, en Espagne, en Italie et en Suède. Bon, beaucoup de pays européens ont changé leurs lois sur la migration. Oui. Je pense que nous aussi, à notre niveau, c'est de leur souveraineté. Ces pays ont les prérogatives de changer leurs lois. Et donc, ça, c'est une question de souveraineté que nous devons accepter. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire une fois que ces lois sont votées, une fois que ces lois sont promulguées? Nous, à notre niveau, c'est à partir de là qu'on va mettre notre jeu. Oui. L'enjeu aujourd'hui, c'est de se procurer de ces lois, de s'adapter à ces lois et maintenant d'informer et de sensibiliser nos populations par rapport à ces procédures. Nous, aujourd'hui, notre combat principal, nous souhaitons la mobilité académique en particulier et la mobilité en général. Comme je le dis souvent, les oiseaux migrent. Absolument. Les oiseaux migrent. Les animaux transhument. Mais pourquoi les personnes ne peuvent pas voyager? Puisque c'est un droit fondamental. C'est un droit inaliénable, c'est un droit naturel. Donc pourquoi ne pas le faire? Et donc à partir de là, du moment où il y a des conventions, il y a des protocoles, il y a des traités qui organisent cela, maintenant l'intelligence est de capter cela et de le partager avec le public. Et de faire en sorte que le public soit informé des procédures administratives pour qu'ils comprennent que voilà ce qui a changé et voilà ce qu'il faut faire. Bon, par exemple, je donne le cas sur lequel aujourd'hui nous sommes au devant de la scène en termes de sensibilisation au Sénégal. Ce sont les questions de visa. Oui, oui. Lorsque nous sommes sortis de la conférence de Marrakech, le protocole de Marrakech, le pacte de Marrakech, il était question de faciliter la mobilité des étudiants, la mobilité des artistes, la mobilité des sportifs. La mobilité devait être régulée pour qu'on puisse avoir une migration sûre, une migration contrôlée, une migration vraiment... Mais par rapport à cela, il y a eu des restrictions. Au Sénégal, aujourd'hui, c'est énormément de problèmes. Nous avons énormément de problèmes pour avoir un rendez-vous. La demande de rendez-vous est tout un problème. Oui, les gens sont allés même jusqu'à avoir acheté ces rendez-vous. Alors qu'avoir un rendez-vous ne signifie pas avoir le visa. Ça c'est un problème, à des sommes faramineuses. Donc ça, c'est un problème sur lequel nous devons discuter pour dire au cours de ces ateliers-là, qu'est-ce qu'il faut comme alternative. L'autre problème, une fois que tu déposes ton dossier, le dossier que tu déposes auprès des consulats ne t'octroie pas automatiquement le visa. Alors que tu payes le droit de visa avant qu'on te délivre. En cas de refus, on ne te restitue pas l'argent que tu as déposé. Alors que cette somme d'argent, ce sont les frais de visa. Ce ne sont pas les frais de dossier. Ce sont des frais de visa. Ce sont les frais de visa. Donc, tout ça, ce sont des complications que nous avons. L'autre chose également, c'est-à-dire aujourd'hui, nous avons une jeunesse qui a tendance à vouloir voyager. Le Mbekemi, le Barça et le Barça, tout à fait sur ça. Il y a une politique de restriction de nos jeunesses. Et donc, par rapport à ça, il faut qu'on puisse discuter avec les partenaires au développement, avec les pays, des autres pays, puisqu'il faut reconnaître une chose. Là où nous avons énormément de difficultés, ce sont avec les pays de l'espace Schengen. Ah bon, c'est là où il y a des difficultés? Bon, c'est là où on note plus de difficultés. Oui, d'accord. Et particulièrement avec la France, l'Espagne, l'Italie,
moins le Portugal. Et donc, il faudrait que dans le cadre de nos conventions et de nos traités et de nos relations diplomatiques, bon, il est vrai qu'eux, ils sont garantis, ils sont accompagnés par le traité de Schengen, Oui, de Schengen. mais nous aussi, dans ce cas-là, il faut que nos diplomates puissent voir quelles sont les passerelles qu'on peut avoir pour corriger ce problème-là. Est-ce que ce n'est pas une faiblesse de nos États qui n'arrivent pas à leur imposer également, eux aussi, leur rythme? Pas rythme, mais je veux dire, aujourd'hui, leur montrer que nous sommes, autant vous avez cette facilité de mobilité de venir en Afrique, autant aussi nous devons avoir vraiment ces mêmes prérogatives pour nous permettre de se déplacer. Vous savez, c'est l'aspect économique et monétaire qui ne nous facilite pas cela. D'accord. Bon, je pense qu'aujourd'hui, eux, ils se sont barricadés, puisqu'ils pensent qu'il y a un assaut des jeunes Africains qui vont aller les envahir. Et ça, je pense que ce n'est pas du tout la réalité des choses. Oui. Puisque aujourd'hui, il y a un besoin de main-d'œuvre énormément en Europe, et cette main-d'œuvre peut venir de l'Afrique. Oui. Donc, si on avait une immigration sûre, choisie et contrôlée, je vous donne l'exemple. Moi, c'est ce que je dis toujours. Tout à fait. Un père de famille qui a son enfant, qui l'élève, qui l'éduque, qui le nourrit, qui le protège. Ce garçon, son enfant grandit. Au bout de 21 ans, il devient intelligent, Oui, il devient puissant, absolument. il devient opérationnel. Il a tout ce qu'il faut. Il a de l'énergie, il a de la compétence, il a un métier. À un moment donné, il n'a pas de perspective. Qu'est-ce qu'il fait? C'est de faire en sorte de migrer, Oui, d'aller vers un pays X oui, de l'Occident. Alors ce qu'il y a est que toi, ton garçon que tu as investi moralement, tu as investi financièrement, qui devient puissant, qui devient vraiment opérationnel, son pays a besoin de lui, il quitte ton pays pour aller dans un autre pays qui a besoin de cette énergie-là, qui a besoin de cette jeunesse, qui a besoin de cette intelligence pour se construire au détriment de toi, ton pays. Ah oui. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de ressources. Ouais, il y a pas de Alors ressources. que les ressources qu'ils exploitent là-bas viennent de ton pays. Oui. Qui perd dans ça? Ah ben c'est le pays exploité, c'est les pays pauvres. Hein? Alors, donc voilà le paradigme qu'il faut changer. Espérons qu'avec les nouvelles ressources, le Sénégal maintenant le pétrole et le gaz, il y a beaucoup de choses. Peut-être que cela pourra freiner un peu ce flux migratoire. En tout cas, il faut une volonté politique forte, tout à fait. très forte, et que nos gouvernants, puisque ça leur revient vraiment l'exécution des pouvoirs publics, de rassurer cette jeunesse. Je pense qu'il est d'abord important, toute cette mobilité, ce mouvement que nous voyons, c'est parce que la jeunesse n'est pas rassurée. Oui. La jeunesse aujourd'hui a une doute par rapport à l'exécution des pouvoirs publics. C'est aujourd'hui que vous voyez un jeune qui s'engage dans la politique, au bout de 5 ans, il devient millionnaire ou même milliardaire. Au même moment, un jeune qui arpente les universités pour le savoir ou bien qui fait un travail dans des structures publiques à des niveaux décisionnels, au bout de 10 ans, 15 ans, il n'arrive même pas à avoir un véhicule, à plus forte raison une maison. C'est une contradiction. Absolument. Voilà ce qu'il faut. Il faut qu'on ramène vraiment la confiance et que nos richesses, qu'ils aient vraiment un partage équitable. Absolument. Et que le jeune qui travaille ici puisse vraiment gagner au front de sa sueur un solde digne qui ne le permet pas de rêver de l'Europe pour réussir, mais de rester dans son pays pour gagner et pour réussir dans son pays. Ce sont ces paradigmes techniques qu'il faut faire. Il faut que vraiment, c'est ce qui travaille ici. Je donne souvent l'exemple de 2 projets. Le projet de Sonaget, UCZ. Oui. Mais je pense que, je ne le connais pas, mais je pense que voilà un exemple de projet sur lequel on devrait ramener la dignité par rapport à ces jeunes qui sont dans le nettoyage. Il y a 10 ans, aucun jeune ne voulait travailler dans le nettoyage. Et aujourd'hui, ce n'est pas. Aujourd'hui, c'est des milliers. Donc, il faut leur permettre d'avoir un salaire décent, de les accompagner sur le plan social, de les accompagner par une prise en charge par rapport à leur travail. Ce serait important. L'autre programme sur lequel je mets l'accent, c'est le programme des 3 FPT. Tout à fait, oui. Un excellent programme qui accompagne les jeunes par rapport à leur formation. Mais il faut renforcer la cartographie des 3 FPT. Comment? Aujourd'hui, dans le monde, nous savons qu'il y a des métiers à tension. Il y a des métiers à tension. Dans le secteur du bâtiment, de la construction, dans le secteur de la santé, dans le secteur de l'automobile, le conducteur routier. Il faut renforcer ces cartographies. Également, ces fonds-là, les 3 FPT, les doter encore un peu plus de moyens, puisqu'on ne peut pas comprendre
des structures qui ont plus ou moins une demande de 25 000 demandes se retrouvent avec au minimum 7 000 voire 8 000 demandes. C'est très peu. Oui, d'accord. Oui. Alors, Souleymane, je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire hein, dans cette interview, puisque on a parlé des questions donc, liées à la migration, on a parlé de la Coupe d'Afrique des Nations, mais vous suivez de très près également et c'est la politique, d'accord, puisque nous allons parler de toute autre chose. Dans la politique, le Sénégal qui va dans un mois organiser les élections présidentielles. Le président Macky Sall a renoncé à sa propre candidature. Présentement, les différentes formations politiques, les coalitions affûtent leurs armes, n'est-ce pas? Et déjà, en tant que Sénégalais, comment voyez-vous? Et justement, la polémique qu'il y a aujourd'hui, c'est le cas Karim Wade. Puisqu'on parle, n'est-ce pas, de sa double nationalité. Et que Karim aurait finalement renoncé à sa nationalité, mais jusqu'à présent, cela a fait polémique. D'abord, comment voyez-vous justement cette bousculade autour de l'aspect politique à un mois, n'est-ce pas, de ces élections présidentielles? Le saluer, je pense que le Sénégal est un modèle de démocratie. Quoi qu'on puisse dire, ça se passe à l'interne. Éviter la violence. Éviter la violence. Beaucoup de pays sont passés par la violence dans un chaos et sont retrouvés à des situations vraiment désolantes. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est encore l'expression de la démocratie. Moi, je pense qu'il y a de très faux débats dans l'espace politique au Sénégal. Ah oui, il y a de très faux débats. Mais par exemple, si vous prenez le cas Karim Wade, est-ce que ce n'est pas un faux débat? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut enlever, la question, on peut enlever le fait que la mère de Karim Wade fut française? On peut lui enlever ça de nature? Non. On peut lui enlever aujourd'hui le fait qu'il a eu la nationalité française? Il y a certaines choses, moi je pense que c'est aléatoire. Est-ce que par exemple notre constitution qui nous demande, il y a des critères à remplir. Aujourd'hui, on demande à ce que la personne, n'est-ce pas, soit vraiment forcément carrément sénégalais pour prétendre être président. Toute personne, quand on regarde au fond de ses origines, a une autre nationalité autre que ses origines. Tout à fait, oui. Que ce soit de fait, c'est la nature. Maintenant, sur le papier, beaucoup parmi eux ont joui de la nationalité française ou devront jouir de la nationalité française. Beaucoup de nos diplomates, beaucoup de nos politiciens, beaucoup de nos acteurs politiques jouissent d'une double nationalité déclarée ou non. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, c'était un leadership, c'était un engagement patriote. C'est le contenu de ce qu'il y a. À Londres, le Premier ministre est d'origine hindoue. Absolument. Aux États-Unis, ils ont eu un maire d'origine italienne. Aujourd'hui, nous sommes dans un village planétaire. Moi, je suis abasourdi. Quand j'entends quelqu'un qui prétend diriger le Sénégal, être candidat aux élections présidentielles, sans prendre pour le foot en direct. Moi, je suis Diallo. Ça, c'est autre chose. Moi, je suis Diallo. Je vous donne l'exemple. On l'a vu en Côte d'Ivoire avec le phénomène de l'ivoirité. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui aspire à diriger nos pays. Il y a certaines choses sur lesquelles il ne devait pas titiller. Le nationalisme, en fait, on est d'accord pour certaines choses, mais un nationalisme xénophobe, ça ne construit pas. La question que je vous posais à ces gens-là, est-ce que les Français, une ramoyade qui aspire à être présidente de la France, une femme noire de surplus, on peut accepter qu'elle soit discriminée en France parce qu'elle est née au Sénégal? Non, pas du tout. Et de la même sorte, on dit un Karim Wade parce que sa maman a été française, elle ne peut pas être candidate. C'est cette ouverture d'esprit qu'il faut aller. Donc c'est la raison pour laquelle je pose ce débat pour dire que c'est une contradiction. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est question de nationalité, c'est question d'ethnie, c'est question de... On devrait vraiment, au niveau de notre démocratie, les États-Unis, le Canada, les grands pays de développement ne se fient pas sur ces détails-là. Sur ces questions-là. Ce sont des questions sur lesquelles on va... Je reviens encore. Comment on peut le foot de Guinée-Conakry? Je vous demande d'aller voir un mardi, d'aller à Linkering ou à Sambailo, de voir ce mouvement transfrontalier. Comment on peut dire un Sénégalais tu ne vas pas rentrer à Guinée? Comment un Guinéen, on peut le dire que le mercredi tu ne peux pas rentrer au Sénégal? C'est pas possible.
faisons attention, nos leaders doivent faire attention à ce que nous offrons à cette jeunesse. Tout à fait. Si nous sommes vraiment leaders et nous aspirons à la cohabitation sous-africaine, vous me parlez tout à l'heure des Européens qui viennent chez nous comme ils veulent. Oui. Et on se plaigne de cela. Et nous, les Africains même, on ne peut pas se déplacer entre nous, on ne peut pas avoir accès entre nous. Ouais, ce sont des contradictions profondes. Absolument, absolument. Techniquement, avec beaucoup d'intelligence, on devrait éviter ces choses-là. Maintenant, revenons sur les élections au Sénégal. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Moi, je suis très content. Oui. Je suis très fier que, au moins au Sénégal, tout un chacun peut prétendre être président au Sénégal. Ça, c'est une chose. Est-ce que ce n'était pas... C'est une chose. Oui. Parce que c'est le droit le plus naturel d'avoir des prétentions. Et d'ailleurs, c'est noble de diriger son pays. Mais est-ce toutes les compétences, est-ce tous les rudiments, est-ce tous les moyens, est-ce tout un chacun qui peut se lever pour dire que je vais diriger les 17 millions de Sénégalais? Oui, il y avait au départ 216 candidatures, c'est trop, non? Finalement, on les a allumées et là, on est à... C'est trop. Il faudrait qu'on puisse revoir le système. On a le parrainage qui est décrié. Il faudrait qu'on puisse revoir un système huilé, transparent, compétitif, vraiment transparent, compétitif, auquel on arrivera à avoir au moins 10 candidats. Mais comment? Quel est le système? Quels sont les baromètres? Afin que tout un chacun et que ce soit transparent. Qu'on n'élimine pas un candidat aux élections présidentielles pour des raisons personnelles ou des raisons d'intérêt. Ça aussi, il faudrait qu'on puisse avoir ce qui... Moi, je le déplore personnellement. Oui. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne mets pas mon doigt quelque part. Mais j'aurais bien voulu avoir un Ousmane Sonko candidat officiel. Oui. J'aurais bien voulu l'avoir. Ce que je dis... Son cas pose problème puisque vous y parlez. Le cas Ousmane Sonko aujourd'hui, le Conseil constitutionnel doit se prononcer. Ce que je voudrais dire... Oui. Est-ce réellement les Sénégalais, dans la grande majorité des Sénégalais, vont voter Ousmane Sonko? On a des prétentions. Oui. Il a fait tout ce qu'il faut. On sait qu'il mobilise du monde. Il a fait un marketing politique excellent. Oui. Mais ce sont les urnes qui vont déterminer qui sera élu. Oui. Et si on ne le permet pas d'aller à ces urnes, moi je suis pas sûr que la grande majorité des Sénégalais sont de Pastef. Ouais. Je ne suis pas sûr que la grande majorité des Sénégalais vont voter Ousmane Sonko. Et donc, pourquoi ne pas le laisser? Laisser au peuple sénégalais souverain de décider qui sera là. Absolument. Ça, vraiment, je l'ai déploré. Oui. Je ne pourrais pas rentrer dans autre considération politicienne. Je ne pourrais pas rentrer dans un débat juridique que je ne maîtrise pas. Mais le moral que j'ai, l'aspiration de la démocratie que j'ai, et voudrais que tout un chacun qui aspire, que tout soit transparent et qu'ils soient tous égaux devant la compétition. Absolument. Alors, Souleymane, je rappelle, mesdames et messieurs, vous suivez votre émission Entretien avec l'invité du jour, Souleymane Aliou Diallo, président de l'ONG Otra Africa, mais il est également administrateur, n'est-ce pas, d'une école de formation. Alors, Souleymane, nous allons parler maintenant de formation, puisque le mot est prononcé. Nous sommes à Ekima, on est en face de nous des étudiants de votre institution, et qui nous ont très bien accueillis d'ailleurs. Alors, récemment, il y a eu ce débat autour, n'est-ce pas, de ces écoles de formation, censées dispenser, n'est-ce pas, des formations aux apprenants, aux étudiants. Le ministre de la Santé qui a pris un certain nombre de mesures par rapport à certaines écoles de formation qui n'auraient pas rempli leurs critères, surtout les écoles de formation en santé. Bon, vous savez, en prime, d'habitude, je ne veux pas trop m'exprimer sur les questions d'enseignement supérieur et de la santé. Pourquoi? Puisque devant mes pairs, devant un professeur en santé, devant un docteur en santé, devant un technicien supérieur en santé, je ne voudrais pas faire des lapsus et qu'on me corrige. Bon, mais néanmoins, je suis administrateur d'un établissement de santé et je vois de près, je suis dans le système. C'est vraiment déplorable. Pour la question des écoles de formation en santé, je salue l'initiative du ministère de la Santé par rapport à l'audit qui a été commandité par le président de la République. Évidemment, il y a des établissements qui ne remplissent pas les conditions d'ouverture. Je suis en phase avec l'autorité, c'est de les fermer. Il y a une concurrence déloyale dans ce système-là. Oui, ça, il faut le reconnaître. Oui. Ça, il faut le reconnaître. Oui, ça, c'est l'autorité. Pour ne pas dire autre chose, il y a des écoles qui ne sont pas dans les prédispositions, on doit les fermer. Mais également, de la même façon,
je dirais aussi tout le système, il faut qu'on revoie tout le système. Ah oui, quelque part, on sacrifie les étudiants en santé, particulièrement les infirmiers, les sages-femmes, leur examen, la façon dont les choses se passent, il y a à dire. Ah oui, et ça, j'assume totalement et l'entière responsabilité. Moi, je ne peux pas comprendre 1500 et quelques étudiants qui passent à un examen et il n'y a que 34 qui réussissent. Vous ne pouvez pas me dire que les 1470 autres, ce sont des nullards. Ah oui, c'est vrai que c'est le nombre. Ça, je ne peux pas le croire. Les étudiants, vous pouvez applaudir vraiment. Moi, je ne suis pas dans le populisme. Absolument. Le discours que je veux poser, c'est un débat très cohérent. Et donc, je rappelle le ministère. J'appelle la direction des ressources humaines de ce ministère. Je rappelle de la division de la formation de revoir les membres du jury de ces examens-là. Pour voir. De voir qui. Parce qu'il y a un membre, le jury d'ado est pléthorique. Demain, qu'ils s'en prennent à Ekima, ce sont des enfants du Sénégal qui vont s'en prendre. Qu'ils sanctionnent mes étudiants, parce que j'ai dit la vérité, c'est à leur âme et conscience. Ils sont capables. On sait ce qui se passe dans ces jurys-là. Je n'attaque personne. Mais d'abord, le jury est pléthorique. La composition de ce jury-là, il faut le revoir. Les correcteurs, il faut revoir les grilles de correction. Les sujets, il faut les revoir. Ça, c'est un cri de cœur, c'est quelque chose que nous dénonçons. On ne peut pas avoir 1500 candidats et se retrouver avec 40 étudiants. Ça, c'est impossible. Et d'ailleurs, ce n'est même pas à l'image de la formation en santé. Autre chose sur laquelle maintenant... Il y a la forte demande aussi. Oui, et puis il y a une très forte demande dans ce secteur. Mais également, il y a une chose sur laquelle il faut mettre l'accent. C'est-à-dire aussi les curricula de formation et les programmes pédagogiques. Ah oui, d'accord. Ça aussi, c'est très important. On ne peut pas, à un moment donné, pointer du doigt l'administration, pointer du doigt la division de la formation, et pour autant ne pas parler également les établissements de formation, les enseignants. Le niveau des étudiants est très bas. Ah oui, le niveau des étudiants est très bas. Et parfois, il y a beaucoup de tricherie et d'absentéisme de ces étudiants-là. C'est vrai qu'il y a des sérieux, mais il y en a énormément de pagaille. Il faut qu'on dise aussi à nos étudiants, s'ils veulent réussir les études c'est un temps, il faut le donner à ce temps-là et être sérieux et attentionné par rapport à ces études. Absolument. Moi, je ne veux pas rentrer dans la complaisance. Je sais ce qui se passe dans les classes. Je sais ce qui se passe dans les écoles. Il faut qu'on reparle à notre jeunesse. Il y a énormément de tricherie dans le... Et ça, c'est la réalité. Je ne dis pas si c'est tout le monde, mais il faut qu'ils se concentrent au maximum. La réussite est au bout de l'effort. De quel effort? De l'effort que toi-même tu as consenti. Est-ce que ce sont du temps donné. Formation qui doivent donc en ce moment donc de se remettre en question et appliquer un certain nombre de rigueurs par rapport à tout cela. C'est la concurrence déloyale qui fait que parfois les écoles ne peuvent pas appliquer ces rigueurs-là. Aujourd'hui, par exemple, une école qui devrait avoir 500 étudiants se retrouve avec 100 étudiants et obligée parfois de maintenir d'autres étudiants à l'école pour ne pas vraiment fermer. Et ils peuvent prendre n'importe quoi, puisque parfois c'est l'aspect financier qui prime par rapport à l'aspect l'éthique et de la déontologie. C'est ça la réalité des choses. Je suis vraiment désolé de le dire devant des caméras. Je ne mets pas des gants pour le dire, mais c'est ça la réalité. C'est ça la vérité dans cette chose-là. Nous avons un système éducatif très bon, excellent. Nous avons un personnel très engagé. Nous avons de très bons enseignants, de très bons professeurs qui sont très dévoués à la cause de nos étudiants. Également, nous avons des étudiants également parfois qui en veulent, qui viennent parfois du monde rural, qui travaillent ici dans des conditions extrêmement difficiles. Moi, je vois des étudiants qui viennent du banlieue, qui restent ici toute la journée, parfois avec un petit pain et un petit café pour rester toute la journée. Moi, je félicite ce type d'étudiants. Au même moment également, on voit des étudiants nantis qui passent tout leur temps sur leur téléphone à faire le bling de la jeunesse là. Ça, je le bannis. Ça, moi, je le bannis. Le discours que je veux donner aux jeunes, les études ont un temps. C'est un temps très réduit. Et surtout, si vous avez l'opportunité d'avoir vraiment l'accompagnement qu'il faut, c'est de se concentrer. 3 ans d'études, 4 ans d'études, dans la vie, c'est très peu par rapport à tout votre avenir. Il est important vraiment de se concentrer sur ces études. Sur cette question-là, moi, je suis très rigoureux. Je peux avoir des déboires avec les étudiants.
Mais au finish, quand ils se replient sur eux-mêmes, ils savent qui a raison et qui n'a pas raison. Absolument. Je ne mets pas de gants par rapport à ça. D'accord. Souleymane Aliou Diallo, nous arrivons au terme de cet entretien. Peut-être juste un dernier mot. Vous remercier de l'intérêt que vous avez par rapport à ce que nous faisons. Parfois, ce n'est pas facile de s'exprimer en public. Pas facile, surtout, nous avons cette double casquette d'être dans la société civile sur les questions de la migration et de la jeunesse, qui est une question très délicate, qui est une question très sensible. Vraiment, nous appelons l'État du Sénégal à être un peu plus ouvert, à être un peu plus coopératif par rapport à ces questions et de comprendre que, quoi qu'on puisse dire, soit c'est le Barça ou le Barça, ou c'est la route du Nicaragua, ou qu'on puisse accompagner nos jeunes dans le cadre d'une migration sûre, contrôlée et légale, que nos jeunes puissent partir dans un contrat social. Aujourd'hui, tout jeune qu'on encadre pour qu'il parte, ce jeune est conscient qu'il devra revenir dans la légalité. C'est de changer les paradigmes de la communication. Absolument. De l'autre côté, pour la formation, vraiment, parfois j'en parle, j'ai beaucoup d'éléments techniques, mais je laisse à mes pairs, aux professeurs, ceux qui m'ont précédé et qui ont plus d'éléments de s'exprimer sur ça. Puisque je suis parfois très interpellé sur cette question, mais je me limite juste à certaines choses pour donner aux autres qui sont dans ce champ, qui sont dans ce camp-là, de devoir les développer. Mais ce qu'il y a à dire, on aura tout le temps l'opportunité à le dire. Et je vous félicite et je vous remercie. Merci et beaucoup. on prie pour que, Inch'Allah, le Sénégal puisse gagner la Coupe d'Afrique pour une seconde fois. Ah ben ça, c'est très bien entendu. Merci. Merci beaucoup Souleymane Aliou Diallo. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, je rappelle que c'était votre émission Entretien avec notre invité du jour, Souleymane Aliou Diallo, présent de l'ONG Otra Africa. Alors, l'occasion pour moi donc, de remercier vraiment l'ensemble du personnel de Ekima et également les étudiants et les étudiantes qui nous ont bien accueillis. Mais également à la caméra Ibrahim Abba et Amadou Ba et toute l'équipe de Silo TV. Sans oublier également nos téléspectateurs qui nous suivent, n'est-ce pas, depuis Ziguinchor. On vous dit donc bonjour, depuis Kolda, depuis Sédhiou, depuis Saint-Louis et depuis l'Espagne, hein, puisque nous avons aussi d'autres vraiment personnes qui nous suivent. Merci beaucoup. On se donne rendez-vous très prochainement dans un nouveau numéro de votre émission Entretien avec. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Au revoir.